Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Bellet. C'est gentil Thierry, pardon. On ne fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaquant de Schleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission encore une fois décalée à cause du deuxième tour des élections présidentielles. On a préféré vous laisser tranquille hier soir et vous laisser vous concentrer sur la politique, et le sport reprend ses droits dès aujourd'hui pour notre émission hebdomadaire à la sortie du dimanche, exceptionnellement donc un lundi. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai Benjamin. Salut Ben. Salut Charles, salut tout le monde. Et Grégory. Salut Greg. Salut Charles, salut à tous. Alors messieurs, on a un programme assez chargé ce soir parce qu'il y a eu pas mal d'épreuves la semaine dernière, et puis on voudrait aussi vous parler un petit peu du Tour de Romandie qui débute demain. Donc on va commencer avec pas un coin cocorico Ben, mais des belles performances françaises sur le Tour des Alpes, et notamment Thibaut Pinot qui a fait plaisir à énormément de ses fans. C'est vrai qu'il y a eu une espèce de dramaturgie comme un peu souvent autour de Thibaut Pinot en Italie la semaine dernière. Tout à fait. Alors en plus, il y avait également Romain Bardet. On a retrouvé à l'avant les deux coureurs français espoirs des années 2010 qui ont tant été suivis par les supporters français. Et en effet, encore plus pour Thibaut Pinot qui, après un début de saison, mi-figue, mi-raisin, je ne sais pas comment, que certains ont apprécié, que d'autres ont été un peu déçus. Avec un point d'orgue, donc c'était la 8e place de Tirreno Adriatico, et qui, depuis sa chute au circuit de la Sarthe, après avoir fait une bonne première étape, et il n'arrivait pas à retrouver le rythme. On l'avait vu 14e à la classique Grand Besançon 12. Alors, il n'était pas loin, mais il n'était pas tout devant. Le début de l'épreuve a été compliqué également. Il n'arrivait pas à suivre les meilleurs. On s'est inquiété. Bon, il y avait le Tour de Romandie, toujours derrière, on ne sait pas. Puis cette avant-dernière étape, il est devant, il arrive à lâcher tous ses compagnons d'échappée. On voit qu'il recommence à trouver la jambe. Et puis malheureusement, on sait que c'est un coureur qui marche au mental. Thibaut Pinot qui est de 1000 jours sans gagner. Voyez la victoire peut-être enfin. Et puis Miguel Angel Lopez qui a fait une superbe ascension le reprend. Et là, on a vu un Thibaut Pinot très très émouvant. Je pense qu'on va y revenir. Et finalement, il y a cette maxime avec Thibaut Pinot il tombe souvent, mais il arrive à se relever toujours plus fort, entre guillemets. Et là, il a pris une baigne et il en a remis deux pour remporter une superbe étape. Et c'est vrai que, comme le dit Marc Madiot, c'est un coureur, en tout cas personnellement, dont les victoires touchent énormément. C'est vrai que Greg, qu'on aime ou pas Thibaut Pinot, il y a un côté touchant derrière ce coureur, je trouve, parce que déjà, il dégage assez de sympathie. Enfin, c'est mon avis, en tout cas, je conçois qu'on puisse ne pas le partager, mais il se passe toujours quelque chose. Ben l'a très bien décrit. Il revient à la compétition et c'est compliqué depuis 2 ans. Il traîne un petit peu sa misère, en tout cas, il traîne souvent sa misère. Il revient sur le Tour des Alpes. Tu penses qu'il va gagner l'étape, et bam, il se fait taper par Lopez dans les 500 ou dans le dernier kilomètre. Et le lendemain, il repart au charbon au lieu de se laisser aller, et au mental, parce que là, c'est vraiment, enfin, faut avoir un mental de champion. J'avoue que moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ceux qui disent qu'il n'a pas de mental, parce que je pense que le commun des mortels, et nous les premiers, on aurait passé une journée suivante un peu au chaud dans le peloton, on aurait peut-être quitté la course tout simplement. Et non, lui, il retourne au charbon. À un moment, on pense qu'il va péter parce qu'il a du mal dans le dernier mur à tenir la route de la Cruz. Et finalement, il revient au train comme il en a souvent l'habitude, et il lâche l'Espagnol de l'équipe Astana pour s'imposer en solitaire. Mais là, encore une fois, ça a été compliqué parce qu'il revient dans la descente de la Cruz. On se dit, putain, s'il se fait taper au sprint, là, ça va être encore une fois le drame. Et non, finalement, le stress. il s'impose devant de la Cruz assez facilement, au final, sur le faux plat montant d'arrivée.
Ouais, en tout cas, c'était une superbe réaction sur les. Bah, déjà, par rapport à l'étape de la veille, il est battu de pas grand-chose finalement par Lopez, mais franchement, c'était. Il avait fait déjà un beau numéro la veille et malheureusement, ce qui n'a pas été complètement récompensé, mais peut-être que justement, c'est un peu grâce à ça, on a retrouvé le très grand Thibaut Pinot pour le lendemain et il a eu une très belle réaction. Super victoire le lendemain. Enfin une victoire tellement longtemps après. Et peut-être le renouveau, on va dire, enfin en tout cas pour Thibaut Pinot, et éventuellement relancer un peu sa carrière sur les courses par étapes, on va dire. Donc il y a le Tour de Romandie qui se profile derrière, à voir ce qu'il aura envie de faire, s'il va vouloir se relancer pour le classement général ou s'il voudra prendre encore du plaisir à essayer de chasser un peu les étapes. Après, les deux peuvent aller ensemble, donc Bah, en tout cas, ce sera à voir, mais très belle victoire de Thibaut Pinot et certainement c'est un coureur qui ne laisse pas du tout insensible. Il dégage forcément quelque chose qui peut faire réagir un peu tout le monde, qu'on l'aime ou pas, effectivement. Après, concernant le vainqueur du Tour des Alpes, Romain Bardet, qui lui aussi revient très bien et qui est quand même très solide cette saison pour l'instant. Ouais, on va se projeter tout à l'heure, tu l'as dit Greg, sur le Tour de Romandie en fin d'émission et sur ce que va faire Thibaut Pinot, ce qu'on pense qu'il va faire en tout cas. Et Ben, j'aurais aussi un peu parlé de Romain Bardet. Greg l'a évoqué brièvement justement. On a retrouvé un grand Romain Bardet et plutôt que de te parler de la course, pardon, en elle-même, j'aurais évoqué avec toi le Giro parce que ça approche à grands pas. Bon, certes, la concurrence du Tour des Alpes n'est pas la même. Mais selon toi, Benjamin, qu'est-ce qu'on peut attendre de Romain Bardet sur les routes italiennes dans 15 jours, d'ailleurs, un peu moins de 15 jours? C'est compliqué cette question. Ben, qu'est-ce qu'on peut attendre? Romain Bardet, c'est un des coureurs les plus réguliers du peloton. Quand tu le vois sur une course par étape, encore plus peut-être sur un grand tour, tu sais qu'il s'il chute pas, tu sais que le gars, il va finir normalement dans le top 10. Alors, on pourrait me parler de la Vuelta l'an passé, mais on rappelle quand même qu'il avait pris une sacrée gamelle. Une sacrée gamelle. Avant ça, il était 14e. Il avait pris une autre gamelle, si je ne me trompe pas, à Burgos également. Je crois d'ailleurs le jour de sa victoire. Et Romain Bardet, quand on regarde ses grands tours, il finit toujours très bien. Il fait toujours quelque chose de bien. Je crois que la dernière fois qu'il a peut-être un peu déçu, c'est peut-être en 2019 sur le Tour de France où il fait 15e et il remporte quand même le maillot des grimpeurs. Donc moi, je pense qu'il va y aller pour gagner. Il va y aller pour gagner. Alors on verra bien sûr ce qu'il fait, mais j'ai envie de dire, plus les étapes de montagne seront difficiles, plus la météo sera compliquée, et cependant, si les étapes sont courues, plus il sera haut. C'est un dur au mal. Donc je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose. D'autant qu'on va espérer que, vu que c'était sa course de reprise, le Tour des Alpes, il aille en progression. Il est tombé à Liège-Bastogne-Liège, on va en reparler, mais apparemment il dit lui-même qu'il avait pas de soucis. Donc voilà. Ouais, je vais te demander ton avis aussi, Grégory, puis je prends quelques commentaires sur le live. Merci à vous d'ailleurs de rebondir et d'être toujours aussi nombreux. Je vois El Renier qui nous dit une belle étape de montagne et un top 5 pour le Giro. Jedi et Padavoine qui nous parle d'un podium, voire plus. Greg, est-ce que ça paraît raisonnable cet objectif minimal de top 5, hein, vu le plateau qui s'annonce, parce que je pense que tu vas pouvoir revenir rapidement dessus aussi. On n'annonce pas un Giro de folie, en tout cas en termes de coureurs majeurs. Effectivement, alors l'objectif de top 5, voire de podium de Romain Bardet peut être tout à fait réaliste. Après, évidemment, on verra ce qui se passera sur la course exactement, mais c'est vrai que la concurrence annoncée n'est pas forcément extraordinaire, on va dire. Il n'y a pas énormément de leaders, enfin de très gros leaders qui vont faire le déplacement. Alors après, il y aura toujours des coureurs intéressants à suivre. Simon Yates qui est annoncé, notamment Miguel Angel Lopez. Forcément, ça devrait être des adversaires redoutables. Apparemment, il y aurait
Carapaz aussi, Richie Porte éventuellement. Mais pareil, ce sont des adversaires qui peuvent être intéressants. Je vois Almeida aussi, mais ça peut être des adversaires à la portée de Romain Bardet s'il est en très grande condition. Donc à voir, à voir. Je pense qu'en tout cas, il devrait pouvoir bien figurer s'il n'a pas de soucis en tout cas sur la course. Alors, on va pouvoir passer à la suite parce qu'on reviendra, on vous fera forcément une longue présentation du Giro parce que c'est une course qu'on adore un peu tous. Benjamin, je voulais parler de Liège-Bastogne-Liège parce que c'était le gros morceau du week-end. On a cru assister une nouvelle fois à une course très très chiante et finalement, Remco Evenepoel est sorti de sa boîte dans la côte de la Redoute. Ouais, quelle attaque! Quelle attaque, mon Dieu, quelle puissance de watts. Pour moi, Remco Evenepoel, c'est une machine à watts. Il a énormément de failles, mais il a un point fort monumental. Et là, waouh, quelle attaque, mais quelle attaque énorme. Après, il a tenu. Respect. Cependant, je me suis quand même vraiment ennuyé devant ce Liège-Bastogne-Liège. Bon, il y a eu une chute qui a sans doute joué, mais bravo Remco Evenepoel, mais sinon, personnellement, je me suis vraiment ennuyé. Mais Greg, on va revenir un peu sur l'aspect tactique et l'attaque de Remco Evenepoel. J'ai lu quelques déclarations, je crois que c'était sur Cycling News, et notamment celle des coureurs d'Israël Première Tech, pardon, qui disaient qu'ils avaient un peu perdu par péché d'orgueil dans la Redoute. Et je dis ça dans le sens où, comme c'est toujours un peu stéréotypé et que ça joue plus jamais malheureusement dans cette mythique ascension, et finalement on a un peu laissé pisser et on se dit que Remco, malgré que ça soit Remco, on allait le revoir. Mais finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça, quoi. Je n'avais pas forcément lu ces déclarations, du coup. Enfin, moi, ce que j'en pense, c'est que laisser filer Remco Evenepoel, c'est une très très grosse erreur, quoi qu'il en soit. Quand Evenepoel s'en va, le mieux qui est à faire, c'est d'essayer de le reprendre. Après, je pense que tout le monde était un peu, enfin, plus ou moins cramé, façon de parler. Et certains leaders auraient sans doute dû rouler un peu plus fort, on va dire. Mais clairement, quand Evenepoel a attaqué, certains ont essayé de suivre et ont quand même bien explosé. On peut penser à Paul Hess notamment, qui a vraiment essayé de le suivre et qui a calé complètement derrière, même s'il a réussi à finir dans le groupe qui se joue à la deuxième place. Mais clairement, à un moment donné, ça a roulé derrière Evenepoel, c'est revenu légèrement. Alors peut-être qu'ils auraient pu être à portée de fusil et ça aurait peut-être pu faire basculer la course, mais enfin, ça on le saura pas forcément. Peut-être aussi que le point de bascule n'allait pas se faire, mais à un moment donné, il y a eu un écart qui aurait pu, enfin, qui aurait pu permettre éventuellement de revenir. Maintenant, clairement, Evenepoel a fait un gros numéro et il a été impressionnant enfin, comme à son habitude dans cette filière-là en tout cas. Mais le laisser partir, c'est forcément pour moi une erreur et il faut rouler à bloc systématiquement derrière lui si on veut espérer le reprendre. Ouais, mais justement, Ben, sans minimiser la performance de Remco, hein, loin de là, parce que moi je trouve que, comme vous, que c'est assez impressionnant. Est-ce que la grosse erreur, et c'est un peu ce que dit Greg, c'est dès le début de la descente de la Redoute, une fois que tout le monde a repris un peu ses esprits, c'est pas de direct sacrifier un mec pour limiter les écarts et commencer à rouler, parce que une fois qu'il a pris ses 30 secondes, ses 40 secondes, on sent que ça va être très compliqué derrière, quoi. Surtout qu'on sait que Remco Evenepoel, il a la capacité de tenir. Et il a déjà fait plusieurs fois. De plus, moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette tactique, quoi. Euh, Faire rouler les équipiers, comme tu dis, oui, bien sûr, ça aurait été une chose. Finalement, ils ont préféré laisser rouler la Bahreïn, qui roulait pourtant depuis de nombreux kilomètres. Mais moi, ce que je souffle de dépit, c'est pourquoi vous essayez pas de l'accompagner. Ah, ben il se passe jamais rien à la Redoute. Ben oui, mais si personne ne tente, j'espère que cette victoire va motiver certaines personnes, certains coureurs, à retenter. Ils ont même pas essayé, c'est ça le pire. Les gars qui essaient d'aller dans sa roue, comme le dit, je crois que c'est qui le dit sur le chat.
C'est Joyeux Dunin qui dit lâche pas ou laisse, c'est Cosnefort qui a été cramé. Ben ouais, mais il y a aucun des leaders qui n'a essayé. Et c'est encore plus scandaleux que il y avait beaucoup d'absents. Il n'y avait pas Roglic, il n'y avait pas Pogacar, il n'y avait plus Alaphilippe. Et les gars ne tentent quand même pas. Ils ont roulé alors qu'il y avait Van Aert avec eux. C'est une honte la course qu'ont fait les autres coureurs. C'est une honte. Et alors la Bahreïn qui fait attaquer Landa dans la petite côte là allez, j'ai perdu son nom, de Desnier. Frank Lambda, Tout il a, après, il a mais attaqué 40 fois de suite. putain, mais les gars, n'importe quoi. Et on a vu grâce à Evenepoel, et bon, sans doute également grâce à Chute, qu'il y avait moyen de tenter des choses sur cette course. Quand tu vois comment ça s'attaque juste avant la redoute, et à la redoute, il n'y a rien, me faites pas croire que seul Evenepoel pouvait attaquer. Me faites pas croire avec les quelques leaders qu'il y avait derrière. C'est juste que non, bon, ben, ça se passe tout le temps dans la Rochefaucon, alors on va surtout rien tenter. C'est carton rouge à tous les autres, et je suis pas fan de Remco, hein, mais chapeau et merci à lui. Mais Greg, j'ai une question plus générale du coup sur ce qu'on voit depuis le début de l'année et depuis 1 ou 2 ans aussi. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que cette nouvelle génération, les Remco, les Pogacar, les Van Der Poel, etc., qui n'hésitent pas à tout tenter au risque de tout perdre, ils font pas un bien fou au vélo dans le sens où ils sortent des schémas stéréotypés et préparés d'avance qu'évoquait Ben, où clairement on s'ennuie ferme sur pas mal d'épreuves, quoi. Bah, c'est clair que ça change la façon de courir de certains et ça amène un peu un vent de fraîcheur dans le cyclisme. Maintenant, j'espère que ce type de coureurs va vraiment se multiplier dans les années à venir. C'est vrai que on a quand même pas mal de coureurs encore qui sont présents et qui sont quand même hauts dans les classements actuellement, qui sont encore assez conservateurs avec des stratégies où on envoie juste les watts dans les 5-10 dernières minutes de course. J'espère que ce type de coureur va disparaître, mais en tout cas va être vraiment mis à mal par la nouvelle génération qui ose davantage de choses et qui n'hésite pas à pimenter les courses loin de l'arrivée. Tiens, Benjamin, je voulais revenir avec toi sur un aspect, et tu l'as rapidement évoqué en début de, pas d'émission, mais au début enfin au moment où on commençait à évoquer la Liège-Bastogne-Liège, c'est la grosse chute qui a eu lieu, je crois, à environ 60 bornes de l'arrivée. Ouais. On a eu très peur à un moment, surtout, enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, c'est le silence de Marion Rousse, en fait, qui m'a fait flipper à un moment, et finalement, les nouvelles sont pas si mauvaises que ça, hein. Tout est relatif, bien entendu, parce qu'il y a quand même de la casse pour Julien Alaphilippe, mais à un moment, moi, j'ai eu peur. Enfin, je sais pas si toi aussi. Ouais, ouais, oui, clairement, parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Alors, pour ma part, j'étais resté sur Eurosport à ce moment-là parce que je faisais autre chose, j'avais pas changé pour France Télévisions et j'avais pas vu au début qu'Alaphilippe était tombé aussi gravement. Je pensais qu'il était tombé, mais qu'il avait pu être retardé puisqu'on voyait les groupes comme celui de Madouas revenir. Et c'est vrai que quand qu'on a eu appris l'information de Marion Rousse qui était conscient, qui bougeait les jambes, quand on voit ensuite les replays qui ont été mis sur Twitter, notamment de Romain Bardet, Romain Bardet, le mal-aimé d'ailleurs, hein, qui parfois par sa communication a pu souffrir des suiveurs de vélo et qui ne reprend pas la route, mais qui descend prendre des nouvelles je veux dire, de son copain, je pense qu'ils s'entendent assez bien, qui va voir, et surtout, en fait, ce qui m'a fait le plus stressé, qui m'a mis le plus d'impact, c'est après, quand on voit l'interview de Romain Bardet. Le gars, il est livide, quoi. Romain Bardet qui a quand même, encore une fois, une communication qui est souvent maîtrisée, il fait attention à ne pas trop se livrer, et encore une fois, ça lui est reproché. En fait, tu le vois, il est blanc, tu vois dans son regard qu'il a vécu un très mauvais moment. Je pense qu'il a eu peur de voir Alaphilippe, si ce n'est mourir, rester paralysé, quoi. Qu'il a essayé d'appeler du monde, quand il parle de 4-5 minutes, tu sens. Fait, quand tu entends parler, ça te fait vivre le moment, quoi. Du gars qui a essayé de faire ce qu'il pouvait, sans doute pas grand-chose, d'alerter les gens, de venir aider, mais il disait les voitures étaient bloquées par la chute. Et les 4-5 minutes, pour lui, ça a dû lui paraître des heures, quoi. Ça vraiment, ça m'a marqué, tu vois.
Mais est-ce que ça fait pas du bien aussi, Grégory, de voir des comportements humains, surtout à l'heure où avec parfois les réseaux sociaux, il y a quand même des fanboys qui sont assez pathétiques pour pas dire plus, et je pense notamment à ceux qui accusaient limite Robin Bardet d'avoir piqué une victoire à Thibaut Pinot. Est-ce que ça remet pas un peu l'église au centre du village, comme on dit, en voyant que finalement, bah, humainement, il y a quand même des choses qui se passent, et des fois on peut peut-être se retenir de dire certaines choses. Non, mais c'est clair que concernant Romain Bardet, Benjamin en a parlé, au niveau de sa communication, c'est pas forcément toujours extraordinaire. Enfin, en tout cas, il essaye de vraiment se maîtriser et ne pas se livrer. Et là, bah, de par son comportement justement en course sur Liège-Bastogne-Liège, on a bien vu que c'est un être humain et un être humain qui est quand même très bon finalement. Et d'un autre côté, justement, de par ce comportement, justement, c'est ce qui a pu, moi, personnellement, me faire un peu peur, justement, pour la santé d'Alaphilippe. Je me disais que si justement un coureur comme Romain Bardet allait à son secours, c'est que vraiment ça devait être hyper grave et limite désespéré pour la santé d'Alaphilippe. Heureusement qu'on a eu des nouvelles un peu rassurantes quand même à son sujet. Mais clairement, clairement, Romain Bardet, c'est un coureur qui, malgré le fait qu'il ait eu du mal à communiquer, enfin du mal, c'est une façon de parler, mais c'est pour les suiveurs, quoi. C'est que c'est mal perçu souvent. Mais en tout cas, c'est un très bon coureur et un bon être humain aussi, en tout cas qui gagne à avoir le respect de tout le monde, en tout cas, clairement. Ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, je voulais revenir un peu sur le factuel, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué au début, j'ai oublié. Julien Alaphilippe, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi les bulletins médicaux, il souffre, si je ne dis pas de bêtises, d'un pneumothorax. Je crois qu'il y a des côtes cassées et une fracture de l'omoplate. Donc on parle d'environ 2 mois d'arrêt, hein, même si c'est pour l'instant plus ou moins de la spéculation. Je pense que même chez Quick-Step, on ne connaît pas encore la durée de l'indisponibilité, mais en tout cas, on espère que Julien Alaphilippe sera de retour pour le Tour de France et pour les mondiaux qui lui conviennent à merveille, et pourquoi pas aller chercher un troisième titre de champion du monde. Ben, je voulais rester un peu sur la flèche. Il y a deux, trois Bien trucs sûr. La flèche, pardon, la Liège-Bastogne-Liège, Liège. il y a deux, trois trucs qui m'ont marqué. Et il y a un coureur qui explose tout cette année, je trouve, c'est Daniel Martinez, présent justement à la flèche mercredi, et là encore dans le top 5. Alors lui, c'est vraiment le gros candidat chez Ineos depuis le début de saison, quoi. Et ouais, un puncher. La question que je me pose, tu vois, c'est est-ce qu'il doit continuer à viser les grands tours ou est-ce qu'il doit spécialiser, est-ce qu'il doit passer entre guillemets d'un profil grimpeur, rouleur puncher, donc typé grand tour, il a fait cinquième du Giro l'an dernier, ou est-ce qu'il devrait pas se spécialiser plutôt dans le puncher grimpeur, puisqu'il gagne le Tour du Pays Basque, cinquième de la Flèche, quatrième de Liège. Qu'est-ce que tu en penses, Charles? Bah, Troisième de Paris-Nice aussi, ouais, puis rappelons-nous aussi très fort en montagne lors de la troisième semaine du Giro l'an passé, hein. C'est lui plus ou moins qui sauve Bernal, je crois, si ma mémoire est bonne, lors des ouais. dernières étapes. Il était pour moi d'ailleurs plus fort que Bernal, donc c'est vrai qu'il, bah, comme Pogacar, il est assez complet et capable de briller sur tous les terrains. Greg, je sais que tu le suis pas mal parce que tu suis beaucoup le cyclisme sud-américain. Moi, pour répondre quand même rapidement à la question de Benjamin, je dirais que comme il est jeune, il a encore un petit peu le temps. Il peut peut-être continuer à accumuler un peu les deux, mais ouais, peut-être plus les parcours vallonnés. 26 ans, hein? 26 ans, oui, c'est vrai. Aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, bah, bon anniversaire à Daniel Martinez. Et Greg, du coup, ton avis sur le Colombien, qui est bon rouleur aussi d'ailleurs. Ouais, il est particulièrement complet. Alors déjà, pour cette saison, il a vraiment l'air de prendre un peu les rênes de son équipe pour tout ce qui est classement numéro et même les courses d'un jour au niveau des classiques ardennaises. Donc c'est très bien pour lui. D'un autre côté, on manque peut-être encore de profondeur au niveau des résultats sur les grands tours, puisque sa cinquième place sur le Giro, ça reste la seule fois où il a obtenu un très bon classement général sur un grand tour. Donc
je- tout n'est pas encore approuvé, mais il a encore quelques preuves à faire et être leader de son équipe sur le Tour de France, ça pourrait quand même lui mettre un peu de pression, même s'il aura certainement il y aura d'autres cartes dans l'équipe Ineos, mais il risque quand même de partir avec une certaine pression et pas forcément énormément d'expérience derrière lui sur 3 semaines. Maintenant, son début de saison est très fort, clairement. Et ouais, comme je disais, il se pose un peu comme le leader de son équipe et ce n'était pas spécialement attendu au départ, donc à voir maintenant. Je pense qu'il est quand même qu'il devrait continuer sur la voie sur laquelle il s'est lancé, c'est-à-dire essayer de rester performant à la fois sur les courses par étapes d'une semaine et aussi les classiques. Et derrière, sur les grands tours, sur la classe, ça peut passer, mais il y a peut-être encore le facteur récupération qui n'est pas connu à 100%, même si son Giro de l'an passé a été très bon, mais en soutien de Bernal. Ben, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Liège ou est-ce que tu veux passer au Tour de Romandie? Ben, chapeau quand même si je pense que c'est forcément dû à la course d'attente. À la deuxième place pardon, de Quinten Hermans, que personnellement je n'entendais absolument pas à ce niveau-là. Et probablement l'occasion avec un L majuscule de rater pour Israël Première Tech pour marquer des gros points et revenir pas loin de Cofidis. Ils avaient 2 coureurs dans le groupe derrière Evenepoel. Fuglsang a amené Woods pour le sprint, ils se sont fait dépasser comme des cadets, se font dépasser par des espoirs. Donc là, ça commence à être très très compliqué pour eux d'essayer de faire la jonction avec l'équipe française. Ouais, Ben Et nous, très belle échappée de Bruno Armirail. ouais, tout à fait. Quand Ben même. nous le dit d'ailleurs sur le chat, cyclocross power, c'est vrai que Quinten Herman, c'est un crossman à la base, hein. En effet, donc Ben, je te laisse la main bah, pour le Tour de Romandie qui débute demain. On a 6 étapes au programme et avant de parler de la start list, bah, j'affiche le parcours là, sur le site de nos amis de First Cycling si tu veux nous en toucher rapidement un mot. Du parcours. Alors, le parcours du Tour de Romandie, il n'est pas dégueulasse, mais par rapport au parcours qu'il y avait au début des années 2000, je suis quand même très déçu parce que pour moi, le Tour de Romandie, c'était vraiment l'épreuve qui faisait la distinction entre les. En fait, c'était la première, généralement, épreuve où il y avait de la haute montagne, ou en tout cas des cols de plus de. On va dire de 12 km qui s'enchaînaient. Là, des cols de 12 km, allez, on va considérer qu'à l'avant-dernière étape, il y en a un, même s'il y a des replats, ou peut-être un peu le contre-la-montre final, mais il n'y a pas vraiment d'enchaînement, hein. C'est pas vraiment des étapes c'est pas des étapes de montagne, c'est des étapes presque de moyenne montagne, j'ai envie de dire. Et c'est un peu dommage, mais bon, il y aura normalement un intérêt à avoir tous les jours avec avec est-ce qu'il y a vraiment une étape de sprinter? Peut-être l'étape échelon, mais je suis même pas sûr en fait, hein. Non, je suis pas C'est sûr non une plus. étape où il peut y avoir la course tous les jours. Ça peut être intéressant. Mais Je est-ce que regrette qu'il n'y ait pas une deuxième étape comme celle de Zinal. ouais, est-ce que Greg, le problème du Tour de Romandie, c'est que bah, contrairement aux années 90 ou 2000, c'est pas devenu exclusivement une épreuve de préparation? Ouais, ça peut être un peu ça. Maintenant effectivement, on peut toujours se dire qu'il y a peut-être mieux à faire avec le parcours, mais quoi qu'il en soit, normalement, tous les jours, il devrait y avoir du spectacle et de matière à modifier le classement général et matière à y avoir de la baston. C'est clair que le parcours ne fait pas forcément rêver en tout cas. Mais d'un autre côté, ça permettra de faire briller quand même pas mal de profils de coureurs différents et malgré tout, la start list est pas dégueulasse du tout, Ouais. j'ai l'impression. Bah Donc, justement, Greg, on va rester sur la start list et je vais te laisser la main parce que je sais que tu suis la première équipe, enfin les jeunes en tout cas de la première équipe en termes de dossard, c'est Ineos. On retrouve Thomas notamment, mais aussi Ethan Hayter, Lucas Plapp et Magnus Sheffield, sur lequel tu miserais toi
Tu devais prendre un nom ou retenir un nom? Bah, ça reste compliqué. Peut-être, j'ai envie de dire que peut-être éventuellement que Geraint Thomas va finir par arriver un peu en forme et qu'il se testerait. Mais même ça, c'est pas forcément sûr. Les profils conviennent pas trop mal à Hater, mais pareil, sur le World Tour, c'est pas forcément toujours ça. Donc ça restera à voir. Et bah, après, pour Magnus Sheffield, je pense que ce sera à l'avantage une course un peu comme on a pu le voir, sur d'autres courses où il essaiera de se glisser dans les échappées et d'essayer de remporter une étape en baroudeur. Je pense que là, ça devrait se passer comme ça. Luc Plapp, on verra, mais c'est vrai qu'il est souvent utilisé comme équipier, même s'il pourrait jouer sa carte parfois, mais bah, à voir sur les contre-la-montre, peut-être, s'il pourra peut-être avoir sa carte à jouer sans devoir se sacrifier pour un leader. Ouais, alors Ben, on va continuer. Je vais cibler Mhm. quelques équipes parce que le but, c'est pas non plus de toutes les faire, sinon on va y passer un temps fou. La deuxième grosse formation, c'est logiquement UAE. Pogacar n'est pas là, mais on retrouve quand même Ayuso, McNulty, Archie. Il y a quand même une grosse équipe, quoi. Ouais, alors, juste avant de parler tu disais tout à l'heure, c'est devenu une épreuve de préparation. Mais même pas, en fait, parce que en tout cas, si on parle du Giro, parce que je vois pas qu'est-ce que ça peut préparer d'autre, il y a personne. Il y a quasiment personne qui va jouer un grand rôle sur le Giro qui vient. Il faudrait que cette équipe se retrouve. Alors, pour l'UAE, c'est une équipe qu'on peut considérer comme favori. Marc Hirschi, on sait toujours que les Suisses sont très motivés pour la Romandie et le Tour de Suisse. Ayuso, forcément, c'est l'attraction, hein. On va voir ce qu'il peut faire. Il a quand même fait 5e du Tour de Catalogne, donc là, on devrait le retrouver à son avantage. Brandon McNulty, à voir dans un autre rôle, c'est-à-dire plus offensif. On a vu cette année que quand même quand ils partaient à l'abordage, c'était souvent gagnant. Donc à voir, ils peuvent jouer sur plusieurs, non pas tableaux je dirais, mais plusieurs tactiques de course. Alors, Greg, j'ai retenu deux noms ensuite, là, parce que je suis en train de regarder en même temps. Damiano Caruso, qui va pas aller au Giro et qui est donc au Romandie en leader chez Bahreïn. Et puis le deuxième, c'est Yon Izagirre, qui a fait un super tour du Pays Basque. Et là encore, hein, sur un parcours sans haute montagne avec des chronos, ça paraît pas mal pour lui. Ouais, bah alors Damiano Caruso, ça a quand même l'air d'être une valeur sûre, même cette saison. Donc à voir, bah, il sort d'une victoire sur le Tour de Sicile notamment. Bah, je pense que c'est un parcours qui lui convient pas mal, même si ouais, il est pas, il est assez à l'aise, que ce soit en montagne, que ce soit sur les parcours un peu punchy, et il est pas dégueu non plus en contre-la-montre. Donc ça devrait lui convenir. Et Izagirre, c'est pareil. Bah, pas forcément, ce sera pas forcément, je pense, une course forcément charismatique, on va dire, pour lui. Souvent dans un registre de suiveur, Izagirre, mais suiveur efficace qui sera certainement dans le top 10, voire même top 5 avec des conditions favorables s'il réalise un bon chrono. À voir, en tout cas, il a les caractéristiques en tout cas pour bien réussir, et il faudra voir aussi la météo éventuellement. Alors Ben, ça va être la grande question, surtout après le Tour des Alpes. Et il nous en parle de cette équipe Groupama qui est effectivement assez séduisante sur le papier. Quelles ambitions pour Thibaut Pinot? Est-ce que tu penses qu'il faut reviser les étapes comme dans les Alpes ou est-ce qu'il faut tenter un classement général? Pour moi, il faut clairement tenter le classement général. Et si ça marche pas, eh ben, ça tombe bien, la dernière étape, celle qui est le plus favorable pour les échappés, arrive en avant-dernier. Donc, tu testes le général. S'il y a un couac, s'il y a un coup de moins bien, c'est pas grave, tu te tourneras vers les étapes. Mais je pense, là, j'ai vu passer qui disait avant la course sur Twitter, là, sur Groupama, il dit qu'il faut qu'il y aille par étape. Il a gagné, il espère regagner assez vite. Il dit, j'espère pouvoir continuer à progresser par rapport à ce que j'ai fait la semaine dernière. Avec l'équipe que l'on a au départ, il y a une belle course à faire. Je vise en particulier l'étape de samedi, mais je veillerai à perdre le moins de temps possible d'ici là. Il me reste des points de passage à atteindre avant de pouvoir penser à plus long terme. Le Tour de Romandie est là pour ça. Il continue à se tester, hein, tout simplement. Donc pour moi, c'est tout simplement à voir. Ouais, c'est ton avis aussi, Greg, à voir un peu au jour le jour?
Ouais, je pense qu'il est dans une optique de viser un peu le classement général, enfin en tout cas de garder le classement général en tête et d'essayer de perdre le moins de temps possible chaque jour. Mais oui, effectivement, je pense que ce serait une bonne idée d'essayer de jouer placé au général et de voir comment ça réagit chaque jour, si les facultés de récupération sont bien là et s'il peut jouer placé chaque jour déjà et éventuellement essayer de remporter une étape, encore une fois, ce serait très beau. Et quoi qu'il en soit, dans l'équipe Groupama, au cas où, il y a Michael Storer qui pourrait éventuellement le seconder ou assurer l'essentiel si jamais Pinot ne jouait pas le général. Donc bon, il peut y aller sans trop de pression, je pense. Alors, on va enchaîner avec, pour moi, l'équipe qui fait peut-être le plus figure d'épouvantail, et puis on finira avec Ben sur Ben O'Connor et AG2R. Greg, c'est la Borans Grohe, t'as Vlasov, Großschartner, Higuita, Conrad et Charman notamment. Sur le papier, ça paraît très très fort. Ouais, surtout Vlasov qui est quand même très solide depuis le début de saison. Et Guita pas mal non plus. C'est clair qu'il y a un collectif qui peut apparaître assez impressionnant. Donc il faudra voir comment ils aborderont cette course et qui visera le général ou si au contraire on aura des cartes multiples. Alors par contre, Charman, je pense qu'il sera attendu au tournant On puisqu'on l'a un reste peu perdu, sur. Charman, cette année, hein. Il a fait uniquement Paris-Nice où il a dû chuter, je pense, et il n'a pas pris le départ du contre-la-montre et on ne l'a pas revu depuis. Du coup, faudra voir comment il reviendra ou s'il sera dans un rôle de support ou s'il aura son rôle habituel d'homme protégé. À voir. Großschartner, par contre, c'est pas forcément génial cette année pour l'instant non plus, donc à voir aussi, mais. Il y a quelques coureurs comme ça, comme Großschartner justement, qui sont un peu sur courant alternatif et qui sont parfois très loin et qui sont parfois assez brillants, donc à voir. Mais sur le papier, c'est clair que l'équipe est quand même assez solide et qu'il n'y a pas spécialement d'autres collectifs qui leur sont supérieurs. Benjamin, un petit mot sur Ben O'Connor pour finir cette présentation, ce tour d'horizon des principaux coureurs à suivre. Ouais, mais écoute, O'Connor, pour moi, c'est un des favoris, hein. Avec le début de saison qu'il fait, il a été très fort également, on l'a vu sur on dit semi-classique française dans le double. Double, c'est le Jura. Sixième du Tour de Catalogne avec une étape quand même. Il part leader unique de son équipe avec des solides équipiers sur le plan ASN, dont Laurence, hein, pas Oliver. Et Char, il y a des coureurs pour la moyenne montagne pour l'accompagner, Peters. Et Jungels, Geoffrey Bouchard, qu'on a vu à l'aise sur le Tour des Alpes, il a remporté sa première victoire professionnelle. Et le jeune Valentin Paré-Peintre, on va attendre de voir ce qu'il fait. Donc très intéressant de voir. Je pense que Bouchard devrait au moins l'accompagner assez longtemps. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et encore une fois, pour les vrais grimpeurs, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas trop à contrôler la course parce que s'ils prennent le maillot lors de l'étape de montagne, il n'y a que le contre-la-montre derrière. Et c'est pas un contre-la-montre plat, c'est un contre-la-montre en côte. Et ça peut jouer, hein. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu d'ailleurs des contre-la-montre en côte Ouais, c'est vrai. comme ça. C'est vrai. Depuis le Covid, là, j'ai pas trop d'exemples Non, moi non plus. de. Dites-nous sur le chat d'ailleurs si vous avez un petit exemple en tête, parce que j'avoue que j'en ai pas, moi, de ces fameux Ah, chrono escalada. Enfin, sur des épreuves ouais, majeures, ouais. en tout cas, c'est Ça, une c'est belle quand même. tuerie. C'est quand même assez costaud, plus de Ouais. 10 km à 8% de moyenne, c'est pas rien. Mm. C'est pas rien, en effet. Alors, messieurs, on va passer au prono. Je vais donner le mien en premier, comme ça va vous permettre de réfléchir et ça vous laisse le temps aussi sur le live, pardon, de nous les donner et je les reprendrai forcément. Ben nous dit la planche sur le tour, et c'est peut-être le dernier, le fameux Pogacar sur la planche 2020. Donc ouais, je donne mon prono. Moi, je vais donner une petite surprise parce que j'y crois pas mal à ce coureur-là. Je vais dire Lucas Plapp vainqueur devant Yon Izagirre et Alexander Vlasov. Messieurs, qui veut prendre la main pour enchaîner? Pinot devant Vlasov et Yonis Aguirre. Et toi, Greg? Oui, forcément. Vous attendiez à quoi d'autre de ma T'es part? obligé de dire un français. Puis là, il n'y en a pas beaucoup en plus, donc c'est compliqué d'en Ah, mais donner un. Pinot, de toute façon, tu sais, on parle de l'affect là, hein. Ouais, c'est Ouais, vrai.
Je vais tenter un Damiano Caruso, même si c'est pas forcément le plus charismatique, devant Vlasov qui aurait encore une nouvelle place d'honneur, mais pas forcément de victoire. Et ouais, je vais jouer quand même Yonis Aguirre sur la régularité, mais sans qu'on le voit trop de la course. Alors, Ben nous dit Thomas Geraint sur le podium, ouais, effectivement. Geraint Thomas, il faudra voir, mais Geraint Thomas, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, et on va peut-être finir là-dessus. Il est un peu à la croisée des chemins, parce que certes, il a gagné le Tour de France, c'était en 2018, si je ne dis pas de bêtises, mais là, on a l'impression que c'est un peu plus compliqué depuis quelques temps, et qu'il se contente plus ou moins d'un rôle d'équipier modèle sur la plupart des épreuves auxquelles il prend part, quoi. Est-ce qu'il a envie d'autre chose? Je sais pas. Est-ce qu'il est Mais pourquoi il continue, du coup, comme Froome? C'est un peu la Ah, question. après, peut-être Après, il y a le il salaire, est hein, content de rouler. C'est vrai, bon, après, on arrive sur ces grosses tables. L'année dernière, il était en Catalogne, premier en Romandie. On se rappelle de une des chutes les plus rares qu'on voit, puisqu'il démarre au sprint, il rate, bon, sans doute les doigts frigorifiés, il rate son guidon, il se casse la gueule tout seul, c'était tragicomique. Troisième du Dauphiné. Donc on va voir si ça va mieux, mais c'est vrai, je crois que c'est Grégory qui en parlait tout à l'heure. On le voit plus dans un rôle d'équipier maintenant. Alors là, il a le dossard 1, donc a priori, ça serait lui le leader. Faut se rappeler également que dans un mois pile, le 25 mai, il aura 36 ans. Ce qui est déjà pas mal. On risque d'avoir pas mal de retraites en fin de saison. Faire, hein. On a Gilbert Ouais, déjà qui a pour, annoncé, on a Valverde. Moi, je serais pas surpris de voir Froome quand même mettre la flèche à un moment parce que là, c'est plus que oui, triste. c'est compliqué. Ouais. Ouais, mais il gagne de l'argent. Il y a du Pour, argent. pour Geraint Moi, pour l'argent Thomas, qu'il gagne, je suis prêt à me faire ridiculiser dans toutes les courses. Oui, moi aussi. C'est peut-être le pré-retraité le mieux payé du monde. concernant Geraint Thomas, j'ai l'impression que enfin, il y a le poids des ans, certes, mais j'ai l'impression qu'il a de plus en plus de mal à obtenir un bon pic de forme. Donc je crois qu'il est encore capable enfin, d'atteindre son gros pic de forme, mais que ce pic de forme sera vraiment relativement bref par rapport aux saisons précédentes. Donc à voir, il est peut-être pas complètement cuit, mais il ne va peut-être pas briller beaucoup cette saison. Ouais, puis c'est vrai que pour Thomas, j'y pensais en même temps en vous écoutant. Enfin, quand tu as gagné le Tour de France, alors que je pense que 2-3 ans après, c'était à des années-lumière de ce que tu pouvais espérer. Tu sais que tu n'iras pas plus haut et c'est peut-être ça qui est compliqué aussi derrière, de retrouver la motivation, sachant que tu feras forcément pas mieux et que ça sera compliqué d'en regagner. Je pense que... Après, j'attends vraiment de voir, pour parler de Geraint Thomas, après ce Tour de Romandie. Mais ça a l'air d'être un mec cool. C'est le mec avec qui tu as envie de boire une bière dans Ouais. un pub au Pays de Galles, je pense. Ouais, voilà, c'est un bon fêtard. Mais j'attends vraiment ce Tour de Romandie, tu vois, j'ai l'impression que c'en est vraiment un instant crucial de sa carrière. Parce que soit il fait un très bon résultat, on va dire top 10. Par rapport à son début de saison, je pense que top 10, ça sera un bon résultat. Et là, en effet, il peut se projeter sur Tour de Suisse, Tour de France, parce que c'est apparemment son programme. Pour faire quelques bons résultats, je ne le vois pas du tout gagner le Tour de France, qu'on soit d'accord. Soit il fait hors du top 10. Alors quand je dis ça, je parle. Il faut voir comment la course se passe, bien entendu. C'est sûr que s'il chute ou s'il a froid un jour, bon bref. Et là vraiment, on sera vers on approchera d'une carrière qui va se finir tout doucettement. On rappelle également que c'est un coureur qui a l'instar de Bradley Wiggins, c'est pas un grimpeur de base, donc il doit faire beaucoup d'efforts. C'est un poursuiteur. Il doit sans doute faire beaucoup de sacrifices pour avoir un poids de forme. Donc, à voir tout à l'heure, Grégory parlait de pic de forme. Est-ce que c'est pas un poids de forme également? C'est possible. Je ne sais pas. Mais j'attends de voir parce que j'ai pas trop regardé les courses ces derniers temps. Si vraiment il est entre guillemets fini ou pas. Baldussieur qui dit le chrono c'est pour pur grimpeur. Je crois qu'il y a 5 ou 6 km de plat et 10 km à plus de 8%. Donc, en bas de la planche, c'est quand même pour grimpeur. Hein. C'est Porte qui avait gagné, je crois, sur cette étape il y a quelques années. C'est possible. J'ai un souvenir d'un chrono sur le Romandie. Enfin, je vais chercher ça. Dans tout ça. Eh bien, messieurs, si vous êtes bons, je propose qu'on clôture l'émission. Au niveau des rendez-vous, Ben, tu as un quiz cette semaine? J'en ai même deux, non? T'en as même deux, c'est parfait. Demain, quiz Tour de France à 20h
Et mercredi, j'allais dire quiz Tour de Romandie, mais il y aura sans doute pas assez de questions, donc quiz peut-être Tour de Romandie et épreuve d'avril, on verra. À 20h aussi. Voilà, sur ma chaîne, Akeon81. De toute façon, j'ai posté sur le. Je vais marquer coucou, c'est moi. Voilà. Vous cliquez sur mon pseudo et vous aurez ma chaîne. Si jamais vous voulez participer au quiz, il n'y a rien besoin d'installer. Tout est sur Twitch. Il faut juste cliquer sur un petit carré violet. Et n'hésitez pas, il y a une bonne ambiance, on rigole bien. Voilà. Tout en discutant peut-être du Tour de Romandie, dans ce qui s'y passe. Voilà, puis nous, on verra si on fait une émission Rivals Manager, il faut qu'on se cale avec 4 Mapei, et puis on va recommencer à s'organiser un petit peu à l'approche du Giro, parce que comme je l'ai dit, c'est une épreuve qu'on apprécie tous beaucoup, donc on... Et si, Ouais. une dernière chose, messieurs. Alors, Charles, tu t'es exprimé sur le site déjà, mais J'ai dit Grégory, quoi? tu penses quoi de ces recrutements Lotto-Soudal? J'ai pas forcément suivi les dernières actualités transferts. Alors maintenant, ce que j'ai entendu, c'est que certains coureurs rejoignaient l'équipe pour être en World Tour l'année prochaine, mais déjà le Mais ils ont principal signé problème, Barbero et Van Rensburg aujourd'hui, en fait, c'est pour ça. ouais, À donc partir du déjà il va 1er mai, falloir quand même il faudra quand même déjà être en World Tour l'an prochain, mais clairement, oui, je vois les recrues. Bon, Barbero, par contre, ouais, je pense qu'ils sont un peu en panique et qu'ils essayent d'aller chercher des points là où ce serait encore possible, mais je suis pas forcément sûr que ce soit des super choix. Maintenant, c'est bien d'avoir plus de coureurs et de pouvoir aligner des équipes sur davantage de fronts. On va dire qu'au moins ils essayent de faire avec les moyens du bord. Maintenant, on verra en fin de saison, mais je suis pas certain que ça portera ses fruits. ouais, je suis pas certain non plus, à mon avis, ça sent quand même la relégation pour l'Auto-Soudal, j'ai bien peur. Messieurs, donc on clôture. Il me reste à vous remercier tous de nous avoir suivis ce soir sur le live. Et puis, pensez au quiz de Benjamin, puis on vous tiendra au courant si on fait d'autres émissions dans la semaine. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée à tous et à vous remercier, les gars, d'avoir participé ce soir. Ciao! Bonne soirée tout le monde, au revoir. Salut tout le monde.